Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts réalisée lors du 54e congrès de l'ADBU à Nantes. À travers ces épisodes, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir les interventions qui ont rythmé la journée d'études dédiée cette année au thème toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, communiquer. Alors, on va maintenant parler des compétences des chargés de communication dans les SCD en bibliothèque. Vous avez vu que ce matin, on a déjà entendu plusieurs éléments de réponse à cette question. Manuel Canévé disait que déjà la définition même d'un chargé de communication n'allait pas de soi et pouvait différer partout, y compris très certainement dans nos SCD respectifs, si tant est que cette fonction existe. Pour discuter de tout cela, des compétences, des outils de ces fameux chargés de communication dans les SCD, j'invite nos trois invités à se joindre à moi pour en discuter. Nous avons invité dans cette table ronde une formatrice en médiation numérique, en médiathèque municipale, départementale, bibliothèque universitaire, multicasquette. Et nous avons invité deux autres participants qui, eux, sont bibliothécaires, travaillent dans un SCD, celui de la Sorbonne Nouvelle, qui s'appelle la DBU, et ils sont dans la bibliothèque Sorbonne Nouvelle. Précaution oratoire et en préambule avant de leur laisser la parole. Nous avons conçu cette table ronde comme cette journée d'études pour être inspirante, donner des idées, des exemples pouvant être utiles à tout le monde, à vous tous, notre auditoire. Donc là aussi, c'est un exemple parmi tant d'autres, comme ce matin, comme cet après-midi, mais en aucun cas, il ne faut prendre l'exemple de la BSN dans le sens de voilà ce qu'il faut faire de partout, dans tous nos SCD, pas du tout, puisqu'on a bien vu que à chaque fois, chaque contexte impliquait des contraintes spécifiques. Donc ce que vous allez voir, c'est l'exemple de la BSN parmi tant d'autres, mais ne pas entendre par là qu'il s'agirait quelque chose d'exemplaire à copier-coller. Là aussi, ce que nos invités ont préparé sera en ligne à votre disposition. Ils vont répondre à 4 questions qui sont apparues dans nos échanges préparatoires au sujet de cette journée d'études. Tout d'abord, pourquoi exercer la fonction de chargé de communication dans une BU ? Si la question se pose encore cet après-midi, ils vont y répondre. On a vu qu'elle n'était pas évidente et qu'elle n'allait pas de soi. Ils indiqueront aussi quelles sont leurs formations, parce qu'il y a différents profils. Formation continue, formation initiale. Et les deux dernières questions, on va rentrer dans du pratico-pratique, du utilisable, du réutilisable. Quelles compétences à la communication doivent-ils maîtriser ? Et aussi, là, plus technique, quels sont leurs moyens, leurs outils et leurs méthodes de travail. Je leur laisse la parole pour se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Lisa Matafé, je suis donc BIBAS au sein de la BSN depuis 2 ans maintenant. Avant ça, tutrice étudiante, toujours à la BSN donc. Et je suis aussi en parallèle étudiante en doctorat en littérature anglophone. Donc en fait, votre public cible aujourd'hui, c'est moi. et voilà, et co-community manager auprès de Jérémy au sein du SCD de l'Université Sorbonne Nouvelle. Bonjour, donc Jérémy Schreiber, boomer et chargé de communication à la bibliothèque Sorbonne Nouvelle. Ça fait 15 ans que je travaille en bibliothèque et donc je suis à la Sorbonne Nouvelle depuis 3 ans avec une super équipe. Voilà, bonjour à tous, et moi Cosette Spirin, je suis formatrice indépendante depuis maintenant plus de 10 ans, spécialisée dans les sujets de médiation et de communication sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai eu pas mal d'entre vous déjà en formation à Mediadis, et donc ça c'est mon travail de nuit, et voilà, de jour je suis aussi responsable technico-commercial à Orexus. Et donc avant d'être dans le privé, j'ai travaillé en bibliothèque, mais en bibliothèque municipale, et dans des réseaux de médiathèques, et en médiathèque départementale. Donc voilà. Donc cette grande question qu'on a déjà traitée ce matin et qu'on continue de traiter aujourd'hui, pourquoi des chargés de communication en BU ? Donc on a essayé de faire on a fait un très beau support. On remercie encore Lisa d'avoir fait cette jolie présentation. Un chargé de communication en BU, on a mis quelques mots clés. Bien sûr, on pourra en parler pendant des heures, mais on va essayer de tenir le temps. Donc on va être synthétique. Donc pour nous, c'est ce qu'on considère un bon chargé de communication en BU, c'est un intermédiaire. Donc c'est faire du lien. Ça, c'est vraiment, je pense, ce qu'on retient de tous les échanges qu'il y a eu depuis ce matin.
voilà, un intermédiaire, faire le lien entre les étudiants, les institutions, voilà, faire du lien tout simplement, traduire aussi, puisque un boomer ne parlera pas de la même façon qu'une étudiante, que notre public cible, et puis voilà, vous n'êtes pas votre propre public cible, c'est ce que je dis souvent en formation. C'est aussi un facilitateur, puisqu'il simplifie l'accès aux services, évidemment. La vidéo que vient de nous montrer Monsieur Houry sur l'Humatech, c'est aussi ça, faciliter l'accès, faire mieux comprendre avec les bons codes, les bons mots, pour que ça touche le bon public au bon moment. Et effectivement aussi un veilleur, puisque les réseaux sociaux, ça bouge quasiment tous les jours. Et oui, c'est un sujet qui demande beaucoup de veille et d'être au courant de ce qui se passe. Donc pourquoi un chargé de communication ASCD? Effectivement, tu disais, Floriane, est-ce que la question se pose encore à ce stade de la journée? Je pense que non, hein, la réponse est dans la question, j'ai envie de dire. Donc c'est un choix politique et organisationnel, avec des organigrammes qui sont maintenant... où la communication est intégrée dans les organigrammes, avec des créations de postes ou des changements de postes avec l'intégration de la communication. Je rebondirai sur ce qu'a dit Benjamin Sarcy tout à l'heure. Voilà. Et donc c'est un rôle stratégique, évidemment, rendre visible ce qui est invisible, hein, quelque part, c'est un peu ça, pour les usagers, leur montrer des services qu'ils ne connaissaient pas, donc ça aussi on va en parler tout à l'heure, et même aussi en interne pour les collègues. Et en période de budget restreint, la communication bien utilisée, c'est aussi la gratuité. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont gratuits, donc même avec 0 € de budget, on peut se lancer sur les réseaux sociaux. Oui, oui, c'est possible. Voilà, alors ça c'est ma fiche de poste, donc c'est juste un exemple. Ce poste, il a été créé à l'ouverture de la bibliothèque Sorbonne Nouvelle, donc en 2022, et c'était une création de poste. Donc c'était à 70% sur la communication, avec l'encadrement d'une équipe d'une dizaine de personnes qui n'ont pas la communication en fonction principale, mais vraiment un pourcentage de la fiche de poste, de leur fiche de poste de 5 à 20% environ. L'objectif, c'était d'être identifié déjà en premier lieu comme référent pour la communication de la bibliothèque, puisque c'était une création de poste, il fallait bien se faire identifier. Avoir une stratégie de com sur les différentes problématiques, donc au départ l'ouverture, puis après des nouveaux services, des problèmes d'accueil ou autres. Dans cette fiche de poste, il y a aussi la gestion des goodies. Donc on a un budget d'objets promotionnels, donc tout ce qui est charge de commande et distribution, visibilité, conception. Et on trouve aussi tout ce qui est statistique, donc produire des indicateurs, que ce soit pour la com, pour le reste de la bibliothèque. Et de mon côté, donc faisant partie de cette fameuse équipe de 10 personnes, moi, j'ai une charge de com sur ma fiche de poste de 20% à peu près. Nous, au niveau de l'organisation, donc ça va prendre en compte des réunions hebdomadaires, de la création de postes. Personnellement, je suis dans le département des services au public, donc en fait, il y a aussi une question de signalétique, d'affichage qui sont assez connexes en fait avec le service au public et la com, et de la création de postes, donc beaucoup moins sur des choses comme des indicateurs avec Jérémy, mais aussi sur des projets d'action culturelle ou autres qu'on diversifie à travers toute notre petite équipe de com. Je me permets de rebondir. Juste un détail qui est important. Vous dites que vous êtes une équipe de 10 sur une équipe au total de 65, tu m'as dit, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça, on est 65. Voilà. Donc, ce que je trouve important, c'est ce travail d'équipe, qu'il n'y ait pas qu'une personne qui travaille sur la com. Oui, donc là, c'est un exemple de stratégie de communication. C'est une des premières qu'on a fait quand Floriane était encore à la Sorbonne Nouvelle. Juste pour mettre un petit peu de contexte, la Sorbonne Nouvelle, c'était 10 bibliothèques qui ont été fusionnées en une, avec des fiches de poste qui ont été revues pour beaucoup de monde. Et donc, il y avait une grosse part pour l'action culturelle. Donc, on avait différents interlocuteurs, donc à la fois le service action culturelle de la BSN, mais aussi la Cinémathèque centrale de l'enseignement public, qui a une valorisation particulière, la bibliothèque Gaston Miron d'études québécoises, qui est une bibliothèque associée. Et au départ, on ne savait pas vraiment comment communiquer. Le but aussi, c'était de ne pas viser que la communauté Sorbonne Nouvelle, mais aussi le public extérieur. C'était d'ailleurs même dans le programme du campus, avant que ça ouvre, un objectif, c'était annoncé aux habitants du quartier qu'il y aurait des animations, des événements pour eux. Et donc, l'objectif, c'était de définir une communication cohérente pour toutes ces personnes et qui soit satisfaisante aussi pour les collègues. Donc, du coup, on a fait beaucoup de formalisation, que ce soit
les formalisations de contenu, de texte, de visuels de qualité, avoir un calendrier pour publier chaque mois et pouvoir réutiliser ces différents contenus en affiches mensuelles, en flyers, sur le site internet, sur les réseaux sociaux, pouvoir les décliner facilement, pas forcément par moi, mais aussi par d'autres personnes, donc aussi centraliser toutes ces infos. On a mené quelques enquêtes, donc par exemple le bureau de la vie étudiante faisait des cafés, on a pu aller interroger les étudiants, savoir comment l'information passait, parce que c'était par mail, par réseaux sociaux ou par les affiches, pour adapter au mieux les différents canaux de communication. Et voilà, on a aussi utilisé d'autres outils qui sont propres à l'action culturelle, par exemple Que faire à Paris, qui est la plateforme événementielle de la ville de Paris. Et le but aussi, c'était de bien former les collègues qui ne sont pas forcément dans l'équipe com pour être un peu autonomes sur ces sujets-là, parce qu'il y a à peu près 60 événements par an. Donc ça, c'est le budget de communication pour la BSN. Donc on a 5 000 € par an. C'est un peu schématique parce que des fois, il y a des dépenses qui sont supérieures à d'autres. On a à peu près 2 500 € pour tout ce qui est goodies ou objets promotionnels. Parfois moins parce qu'on n'a pas forcément besoin d'en acheter chaque année. On a les impressions via le prestataire. Donc en fait, évidemment, on a un service de PAO et d'impression à l'université, mais qui ne peut pas prendre tout en charge. Donc dès qu'on veut imprimer un guide du lecteur à 10 000 exemplaires, on passe par un prestataire extérieur. Et puis d'autres, donc ce que j'ai mis en dépenses diverses, en fait, ça va être le petit matériel, ça peut être des supports de com, du papier un peu spécifique, ce genre de choses. Et donc ça ne prend pas en compte donc tout ce que fait l'université, le service impression de conception et d'impression. Ça ne prend pas non plus en compte les licences informatiques qui sont financées par la direction de l'informatique. Et puis en plus, on peut avoir quelques prestations exceptionnelles, donc type un photographe, l'appel à graphiste sur certains projets ou la signalétique. Et avant que ce soit demandé, non, nous n'avons actuellement pas de goodies pigeons et nous en sommes vraiment désolés. Donc pour enchaîner sur la suite, quelles sont les formations initiales et continues des chargés de communication en BU ? Je pense que vous avez déjà à peu près la réponse, mais on va voir si vous étiez bon dans la devinette. Donc dans la formation initiale, oui, il y a des diplômes en communication, je ne vous apprends rien. Mais dans notre secteur de l'infodoc, oui, parfois c'est traité, ou parfois non, mais ce n'est pas encore suffisamment traité à mon humble avis. Bien sûr, maintenant, il y a les formations continues grâce à Mediadis, par exemple, où j'interviens régulièrement sur ce sujet-là. Il y a d'autres réseaux. Oui, on a la chance d'avoir une offre vraiment importante pour se former à la communication. Donc, j'ai bénéficié, puis d'autres collègues aussi, donc, que ce soit les CRFCB, l'URFIST, ou aussi Pyramide, donc c'était l'exemple qui est indiqué ici, qui est vraiment un institut de formation pour les graphistes, que les personnes de la DICOM suivent et tout, donc, mais qui sont des formations à financer aussi. Donc c'est vrai que voilà, c'est des choses qu'on peut essayer de justifier pour se former à ce métier. Et ensuite, après, en fait, c'est de l'auto-formation. Moi-même, je suis devenue formatrice sur ces sujets-là en m'auto-formant complètement. Je ne sais même plus dire si dans mon diplôme d'infodoc, j'ai vraiment traité les réseaux sociaux de manière approfondie. Donc voilà, c'est possible de s'auto-former. Alors ça prend beaucoup de temps parce qu'en plus c'est un sujet qui, comme je vous le disais tout à l'heure, bouge énormément. Mais aujourd'hui, il y a plein de ressources gratuites, des newsletters, des podcasts qui permettent d'être au courant de tout ce qui se passe. Et voilà, si vous relâchez rien qu'une semaine, il se sera déjà passé des choses. Donc effectivement, il faut être rigoureux et régulier dans sa veille. Et donc, qu'est-ce que c'est que la suite de l'auto-formation ? C'est un petit peu la formation interne, puisque là, on va vous donner des petits exemples de ce que nous, on a fait à la BSN comme formation pour autonomiser nos collègues et aussi même nous pour approfondir nos compétences. Donc, je pense que tout le monde ici à peu près doit connaître Canva, qui est un outil de production de contenu graphique attractif avec lequel nous avons fait ce joli PowerPoint et qui donc, on donne des formations en fait directement quand de nouveaux collègues arrivent dans l'équipe de communication. Ou au besoin, on peut aussi aller de manière d'appoint, en fait, aller aider nos différents collègues sur ce sujet-là.
Nous avons aussi des outils spécifiques de communication. On pense à notamment, par exemple, des logiciels de diffusion sur... je ne sais plus quel collègue ce matin a mentionné des écrans. Donc nous aussi, on en a un dans l'accueil de la bibliothèque. Et donc, ce type de logiciels qui ne vont pas de soi, on fait des formations internes dessus. Nous avons aussi notre site internet, donc, qui est donc, actuellement sous Joomla. On va faire des formations pour les productions de contenu directement pour avoir des contributeurs, pour qu'on soit plusieurs à pouvoir intervenir à différents moments sur le site internet, qu'il n'y ait pas tout qui passe uniquement par Jérémy, mais que justement dans cette équipe de com, on puisse se répartir les missions plus facilement. Il y a aussi forcément la contributeur réseaux sociaux, qui, celle-là, se basera forcément aussi sur la question de Canva, mais qui se base beaucoup sur en fait, la mise en forme aussi de ces contenus, comment produire ces contenus d'une manière standardisée, ce qu'on vous développera un petit peu plus tard. On a aussi une sensibilisation des collègues à l'affichage, donc ça passe notamment par un de nos collègues principalement qui va lui régulièrement aller retirer les affichages qui ne sont plus périns, enfin qui ne sont pas périns. On a certains affichages qui justement vont rester, qu'on peut ensuite recouvrir lorsqu'on a des événements particuliers ou quoi, mais on fait attention à ce que notre affichage soit tout le temps du moment. Et bien sûr, on peut aussi créer des tutoriels sur des outils spécifiques pour notamment, comme Jérémy le mentionnait, autonomiser des collègues sur l'action culturelle avec par exemple « Que faire à Paris ?» Donc pour enchaîner sur la troisième question qui nous intéresse, donc quelles compétences de communicants doivent-ils maîtriser, donc les chargés de com, et quelles bonnes pratiques adopter? Et là, vous allez voir ce joli graphique et vous allez faire le lien, vous allez dire, mais Benjamin Sarcy, tout à l'heure, il a dit, mais en fait, moi, je ne suis pas chargée de com. Mais en fait, si, concrètement, si. Tout ce qu'il fait, c'est, si on regarde le graphique, c'est exactement ça. Donc oui, chargé de com, on peut être chargé de com et, comme je disais, ne pas sortir d'une grande école de communication et apprendre sur le tas. Donc effectivement, il faut avoir des compétences de rédaction. On n'a pas encore trop parlé d'IA, mais c'est le moment d'en parler. Aujourd'hui, l'IA est un outil évidemment qui peut beaucoup vous aider si vous le promptez bien. Il peut vous faire des écrits qui sont intéressants. C'est un outil, c'est pas une fin, mais ça reste intéressant. On sait bien que choisir une bonne phrase, catchphrase qui est impactante, c'est pas évident. Donc voilà. Le visuel, on vient d'en parler, Canva, CapCut, etc. Numérique, maîtriser tous les outils de planification, aussi les statistiques. Évidemment, quand on fait une action de communication, il faut aussi analyser derrière les statistiques. Pareil, l'IA peut être un outil très précieux. Le relationnel, écouter, dialoguer, évidemment, que ce soit en physique ou en numérique, répondre aux commentaires, toutes ces choses. La stratégie, on en a parlé évidemment, la stratégie de communication qui est importante à mettre en place et donc à respecter. Et l'utilisation, alors sur la technique, j'espère que ça ne vous fait pas peur quand on met utilisation de logiciels spécialisés. On n'est plus au temps où il y a une dizaine d'années où effectivement faire un montage c'était complexe. Aujourd'hui, la première fois qu'on va sur CapCut, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais voilà, passer le premier quart d'heure, ça va, ça se passe bien. Donc c'est accessible, tout le monde peut le faire et gratuitement en plus. Voilà. Et avec un smartphone tout à fait classique. Et pour vous donner un petit peu un exemple concret, par exemple, qui va reprendre ces étapes une par une, l'année dernière, à la rentrée, on a fait un format qui est assez populaire sur les réseaux sociaux, c'est Day in My Life, pour en fait reprendre un Vie ma vie étudiant, où on a pris donc ces étapes une par une, donc de rédaction au départ, de se dire ok, on veut montrer pas seulement juste une vidéo un petit peu sympa, mais nos services. Qu'est-ce qu'on va montrer comme service? Donc on écrit, voilà, on veut montrer qu'on fait des prêts de marqueurs, on veut montrer qu'on peut emprunter, on veut montrer qu'on a des chargeurs aussi qu'on peut emprunter, etc. etc. Ensuite, on s'est dit, comment on va faire le visuel? On s'est dit qu'on allait le faire sur un format de vlog, comme si c'était réellement un étudiant. Nous aussi, on est victime de ces fameux étudiants dans nos vidéos qui sont en fait des bibliothécaires. On a donc fait ces prises de vue un petit peu. Niveau stratégie, encore une fois, montrer le plus de services possible de la manière la plus naturelle possible. Et ensuite, en fait, on a pu, grâce à Canva et CapCut, faire un montage assez facilement, notamment aussi, on parlait d'accessibilité ce matin. Il y a beaucoup de fonctions aujourd'hui sur des logiciels comme notamment CapCut de sous-titrage qui aident aussi à, déjà parce qu'il faut du sous-titrage pour donc, des personnes malentendantes ou quoi, mais aussi parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui regardent pas forcément les réseaux sociaux. Par exemple, dans le métro sans casque, on ne va pas forcément mettre le son. Et certains outils techniques sont accessibles pour pouvoir mettre en place ces différents logiciels-là.
Exactement. Donc pour continuer sur les bonnes pratiques à adopter, donc testez, même si vous n'êtes pas sûr, la première vidéo que vous allez publier, vous dites elle est peut-être pas très bien, etc. Mais c'est pas grave, il faut se lancer, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vrai. Mesurer, donc ça je l'ai un peu dit tout à l'heure, suivre les statistiques, c'est important. Dans un des supports ce matin, on a vu des captures d'écran de statistiques. Donc oui, ça c'est intéressant de bien regarder à quelle heure, quand on poste, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Simplifier aussi, ça c'est un mantra que je dis tout le temps en formation. Un post, c'est un message et c'est un objectif. Ne pas parler avec du jargon, donc ça on le disait aussi ce matin. Donc ne pas utiliser les mots techniques, hein, parler à la cible que vous voulez toucher. Raconter, on parlait aussi tout à l'heure de storytelling, de story. Donc oui, qu'est-ce qu'on publie sur Instagram? C'est des stories, donc c'est une histoire. Voilà, on veut raconter des histoires. S'inspirer, regarder un peu ce qui se passe ailleurs, dans les autres bibliothèques, que ce soit universitaires, municipales, les réseaux, les bibliothèques départementales, mais aussi d'autres noms que j'ai mis ici, mais il y en a plein d'autres. Vraiment aller voir ce qui se passe. Ça fait partie de la veille. En fait, on ne peut pas vous reprocher d'aller glander sur Instagram en regardant d'autres comptes. Ce n'est pas du tout du loisir, c'est aussi de la veille pour s'inspirer. Voilà, donc adapter les codes aussi propres à chaque réseau social, puisque chaque réseau social a sa propre langue. Voilà. Et se renouveler aussi pour pas toujours rester dans les mêmes supports et éviter la lassitude. Et équilibrer, parfois, vaut mieux poster moins mais bien que beaucoup et pas bien. Tout à l'heure, on a déjà commencé un tout petit peu à en parler de l'industrialisation de la production sur les réseaux sociaux. Par exemple, je cite souvent l'exemple des médiathèques d'Épinal qui dédient le jeudi matin pour faire les tournages de leurs vidéos sur leur compte TikTok. On en a une juste après, vous pourrez les voir sur le support qui seront publiés sur le site de la DBU. Donc voilà, ils dédient leur matin pour faire ces tournages et comme ça, ils ont un réservoir de contenu pour plusieurs semaines. Et effectivement, ça permet aussi d'être plus efficace dans son travail et d'aller plus vite. Donc mutualiser, évidemment, on va en parler un tout petit peu tout à l'heure aussi. Automatiser, bien sûr, programmer, etc. Optimiser sur les statistiques, on l'a déjà dit. Recycler aussi, on n'a pas encore donné cette idée. Recycler des contenus. Si 6 mois plus tard, vous repostez quelque chose que vous avez posté donc il y a 6 mois, je ne pense pas que quelqu'un va vous appeler en s'offusquant, mais vous avez posté exactement la même chose il y a 6 mois. Non, personne ne vous fera jamais ça. Donc il ne faut pas hésiter aussi à recycler, collaborer, bien sûr, voir ce qui se passe ailleurs, on l'a dit, et standardiser, créer des modèles prêts à l'emploi. Et justement, ça fait une très bonne transition sur la suite. Pour les réseaux sociaux et puis pour le site web aussi, mais là, le premier exemple, c'est vraiment les réseaux sociaux. On a mis un gabarit simple à utiliser, surtout qu'on est un peu dans le rush en général, comme aujourd'hui où la bibliothèque Sorbonne Nouvelle est fermée et qu'il faut publier sur les réseaux sociaux qu'on est fermé dès qu'on a le feu vert de la gouvernance. Donc on a des gabarits qui permettent de communiquer rapidement et simplement aux usagers. Voilà. Combien de temps à peu près pour poster ça? Je dirais 45 secondes sur un téléphone et voilà. Un peu moins sur un ordinateur. Voilà, donc 2 minutes quand on n'a pas l'habitude et voilà, 45 secondes quand on a l'habitude. Et voilà, donc je vous parlais d'Épinal, vous avez un exemple, n'hésitez pas à aller voir sur leur compte TikTok, Instagram. Je cite aussi Bibliothèque de Bordeaux qui est vraiment un super compte TikTok et Instagram d'ailleurs. D'autres exemples, donc on parlait tout à l'heure aussi des universités de Lorraine, des BU de Lorraine qui aussi sont très très chouettes, donc voilà, vous pourrez aller voir. Les collègues de l'université Picardie, Jules Verne, et encore la BSN avec donc les petits pigeons. On n'a pas trop parlé de pigeons encore. Non, c'est vrai, ils sont là. Mais regardez, ça arrive. Donc voilà, nous on vous a proposé aussi un petit peu nos tops avec 2 versions, donc nos tops un petit peu généraux du compte, donc de 2024, et nos tops 9 de Pigeon, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui est donc notre mascotte, enfin nos mascottes, puisque la famille s'est agrandie assez récemment, d'abord avec une jolie histoire d'amour entre Pigeon et Pigeonnette, et ensuite des pigeonneaux qui sont arrivés très récemment. Donc une mascotte qui nous rend très identifiable, très reconnaissable. Ça nous arrive régulièrement, je pense à Jérémy et moi, d'aller en formation et qu'on nous dise « Ah mais oui, vous êtes la BU de la mascotte Pigeon ». Voilà, mais on trouvait ça intéressant de vous montrer en fait ces 2 tops qui sont très différents, comme vous pouvez le voir en fait dans nos tops les plus importants, les plus likés, les plus repartagés. Nous n'avons pas Pigeon, nous avons des informations qui sont pour la plupart des informations utiles, type nos cabines visio qui sont arrivées, type des informations sur une bibliothèque qui va être changée d'horaire, qui va fermer, ou alors sur l'accès des lycéens.
deux petits postes annexes, qui ne sont pas des infos, on va dire, utiles dans la vie de tous les jours aux étudiants sur notre directrice qui est partie à la retraite, Brigitte Aubry-Buchery, et sur nos objets trouvés à la BSN qui étaient assez insolites, donc le poste a bien plu. Et de l'autre côté, on a nos postes pigeons. Alors, Pigeon, bien sûr, a toute une histoire autour de lui, mais nous sert aussi régulièrement quand même à annoncer des informations ou, par exemple, à souhaiter de bons partiels à nos étudiants. Mais au final, les postes qui marchent le plus, c'est quand même les postes où Pigeon fait un petit peu n'importe quoi. Je pense que c'est ça l'avantage d'une mascotte, c'est qu'on est très identifiable et qu'en même temps, ça nous donne une bonne liberté. Nous, on appelle ça nos postes du vendredi soir, parce que c'est nos postes qu'on fait quand on est fatigué, qu'on est un petit peu délirant dans notre semaine, et qu'en fait, ce sont nos postes qui marchent le mieux. Notamment, par exemple, notre poste des Jeux Olympiques, qui est une vraie reprise de Pigeon qui fait ces Jeux Olympiques. Et en fait, ce qu'on voulait aussi vous dire là-dessus, c'est que la com, bien sûr, c'est un travail de longue haleine qu'il faut maintenir tout le temps, mais c'est aussi une occasion de trouver du temps pour vous amuser avec votre communication, qu'il ne faut pas hésiter d'un coup à se dire... avec Jérémy, ça nous arrive très, très régulièrement de se dire « Non mais quand même, on ne va pas faire ça, c'est quand même un peu ridicule ». Et on le fait, et en fait, ça marche très très bien sur les réseaux. Du coup, ça, c'est des exemples de flop. En fait, ça rebondit un petit peu sur ce que disait Cosette. Faut essayer. C'est pas grave, on a le droit de se tromper et ça permet de rebondir. Premier exemple, c'est toujours l'action culturelle. Voilà, au début, on publiait systématiquement les événements et tout sur Instagram. Clairement, le public étudiant en fait, n'avait pas envie de voir ça sur notre compte. Donc, on a fait autrement. On publie juste un programme mensuel et un programme hebdomadaire sur des créneaux le dimanche, comme ça, les gens le voient quand même dans le métro ou chez eux. Et on peut publier d'autres choses sur les services. Le deuxième, on avait mis une bibliothèque, une photo de la bibliothèque. Voilà. On a eu plein de gens qui ont liké, 250, c'était pas mal. Et en fait, c'est pour annoncer qu'il y avait des punaises de lit. Alors, on s'est dit, mince, il y a quand même un couac. On avait fermé tout un étage pour désinfection. Donc, à partir de là, on a fait les gabarits que vous avez vus juste avant pour avoir des messages plus clairs et directs, parce qu'en fait, ils n'avaient pas du tout lu le texte. Donc, c'est un petit peu le défaut aussi parfois des messages. Et le troisième, sur le sondage, en fait, on a installé des journaux dans le Bibliocafé, donc un espace de restauration qui est ouvert pour la bibliothèque. Et en fait, beaucoup ont suggéré l'achat de Mediapart, alors que la BSN y était déjà abonnée. Donc, on s'est dit qu'on avait peut-être un peu raté la com sur l'abonnement à Mediapart. On a organisé des campagnes d'affichage et on a essayé d'autres choses aussi parce que ça ne marchait pas forcément bien. Donc on a organisé des petits déjeuners presse dans le hall d'entrée. De temps en temps, on offre un café, peut-être un peu de viennoiserie, et on en profite pour expliquer la presse aux étudiants. L'offre de presse, que ce soit en ligne, sur place. Et donc ils étaient très contents. On a touché quand même beaucoup plus de monde qu'avec un post sur les réseaux sociaux, des fois. Voilà. D'autres opérations. Et donc, quatrième et dernière question qui nous intéresse aujourd'hui. Quels sont les outils, moyens, méthodes de travail à leur portée, donc aux chargés de communication, et comment peuvent-ils en disposer ? Donc, on en a déjà parlé, mais on va le redire. Voilà, des outils gratuits, Canva, CapCut, les réseaux sociaux qui sont toujours gratuits, l'IA, l'IA. Donc quels outils et méthodes, on va un peu se répéter, mais bon, c'est pas grave, c'est ça aussi, c'est le but de discuter. Les outils et méthodes, c'est donc les stratégies, des chartes graphiques, évidemment, des plannings éditoriaux, des guides pratiques. Donc la BSN appelle ça des fiches cuisine. Voilà, c'est le nom interne. C'est plus appétissant comme ça. Oui, ça fait peut-être moins peur que stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux, évidemment. Voilà, des outils numériques, toujours les mêmes, Canva, Meta Business Suite, etc. etc. S'organiser, donc toujours, ça je le répète vraiment, il ne faut pas être tout seul quand on commence la com, il faut s'organiser en équipe. Quand une personne est absente, l'autre personne prend le relais. Et travailler en partenariat, vous n'êtes pas tout seul, évidemment, avec la DIRCOM, avec les bibliothèques voisines, voilà, votre zone de chalandise numérique. Bon, voilà, là c'est un exemple d'outil, le planning éditorial qu'on utilise à la BSN. Un bon vieux Excel.
un bon vieux Excel, mais qui a l'immense avantage d'être un outil facile que tout le monde maîtrise, qui peut être partagé. Donc nous, il est sur, on a la suite Google, donc c'est vraiment le tableur de Google, et on alimente facilement. On sait qui va publier, si c'est programmé, pas programmé, les événements qui sont à venir, voilà, ce qu'on fait sur les différents réseaux sociaux. C'est un outil simple mais efficace pour s'y retrouver et assurer la continuité de la communication. Donc voilà, là on l'a appelé quand même charte éditoriale, mais c'est vrai que le petit nom c'est fiche cuisine. On vous a mis l'exemple de la fiche cuisine de Blue Sky. C'est un compte qu'on a ouvert au début de l'année. Comme on a pu en parler tout à l'heure, suite au départ de X Twitter, l'avantage de cette charte éditoriale, c'est ça permet à tout le monde de pouvoir s'y référer pour le contexte, la façon dont on rédige les posts, les emojis, les hashtags, les petites astuces de liens, etc. Mais c'est aussi un objet d'argumentation envers la DICOM et puis la tutelle, pour dire voilà, on a quelque chose de solide à proposer sur Blue Sky et on aimerait bien faire ça, est-ce que vous êtes d'accord? Et en fait ça marche, voilà. Alors ensuite, on vous a déjà un petit peu parlé des gabarits qu'on peut vous montrer. Donc là, vous avez des versions un petit peu plus anciennes avec notre trapèze bleu et des versions remaniées un petit peu plus récentes, puisqu'en fait, finalement, on se rend compte que si on laisse notre affichage de la même manière chaque année, au bout d'un moment, les étudiants s'y habituent, ne le lisent plus, les personnels aussi, bien sûr. Donc on a récemment fait ce nouveau gabarit un petit peu violet que vous voyez sur la droite, enfin à la gauche, mais la fiche la plus à droite. Donc ça aussi, c'était une campagne de changement un petit peu au fur et à mesure de nos affichages, de se renouveler. On a aussi donc des visuels pour l'actualité du site internet, donc qui est forcément sur un format un petit peu particulier. Et donc là, on a des sortes de banques d'images qu'on alimente plus ou moins régulièrement, qui nous permettent, donc, si on a besoin de faire une actualité, comme typiquement... je sais pas, on a aujourd'hui par exemple une fermeture, on peut piocher directement dans ces banques d'images, on n'a pas à aller chercher pendant longtemps, à aller se dire bon ok, je vais aller dans la bibliothèque, je vais aller prendre une photo, sous quel angle je vais le faire, sous quelle lumière je vais le faire, ah mais oui mais c'est vrai qu'au deuxième il y a une meilleure lumière. Non, on a directement une banque d'images, une banque d'outils. Il fait le lien avec l'industrialisation qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait. Et pareil, donc, comme on vous a déjà évoqué, sur les réseaux sociaux, on a aussi notre petite banque d'outils, notre petite banque de gabarits et d'images spécifiques, où, en fait, comme vous voyez, donc celui du milieu, par exemple, BSN fermé, Ascension, jeudi 29 mai, ça prend tout à fait 2 minutes grand max à le changer, le télécharger, le passer directement ensuite sur Meta ou sur Instagram directement. Ça nous permet d'aller vite sur certains contenus, même si nous, par exemple, aujourd'hui ne sommes pas là, d'avoir quelqu'un qui peut gérer la com parce qu'il a juste à faire ce petit changement, et d'être sûr qu'on aura une continuité éditoriale sur ce type de poste qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, on en revient sur la deuxième partie de la question. Donc, comment disposer de ces méthodes et de ces outils pour les chargés de communication? C'est un peu aussi une répétition de ce qu'on a dit, mais c'est ça. Donc, s'adapter en fonction des moyens humains et des budgets, mutualiser toujours, se former, continuer la formation continue, l'auto-formation et expérimenter, que ce soit avec de l'IA ou autre chose, et surtout vérifier si ça fonctionne ou pas. Et donc, pour conclure, le mot de la fin, que faire pour rester in? Alors, rester in, en fait, faut pratiquer les réseaux sociaux, faut essayer, faut se créer des comptes sur TikTok, sur Instagram, LinkedIn, et puis regarder ce que font les gens, suivre les tendances, essayer de répondre aux tendances aussi. C'est vraiment de l'auto-formation, là, pour le coup, de faire comme ce que les étudiants ont envie de voir aussi. Et finalement, quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils ont envie de se détendre un peu. Donc, il faut faire un peu pareil et obéir au même code.
Ensuite, il faut aussi bien sûr parler la même langue, donc on parle à la fois d'usagers infiltrés, de demander par exemple à des étudiants de ce qu'ils en pensent, comment ils voient notre communication, comment ils voient notre signalétique, de passer aussi par nos moniteurs étudiants. Donc nous, on en a 19 en tout des tuteurs au sein du département des services au public, qui on peut des fois demander de figurer dans différents contenus, ou faire de l'UX bien sûr. Et ça va être aussi, donc nous on a la chance d'être quand même 10, comme on l'évoquait dans cette équipe, donc ça nous arrive très régulièrement d'envoyer un post en disant « Ah bah tiens, qu'est-ce que vous pensez de ce visuel, qu'est-ce que vous pensez de ce texte ?» De donner en fait nos avis, tout simplement. « Ah, tu pourrais peut-être ajouter ça » ou alors « Ah bah je trouve ça très bien » et donc d'à la fois être sur une unité de contenu, en même temps en restant dans cette volonté de parler selon le réseau social où on est, aux professionnels, aux étudiants, etc. Et donc, en période de coupe budgétaire, c'est effectivement important de encore souligner encore une fois la gratuité des réseaux sociaux, qu'on peut se lancer sans budget. Oui, c'est possible. Voilà, il faut être bien conscient aussi de ses moyens. De temps en temps, on ne peut pas faire. Et donc, choisir ses renoncés, c'est aussi choisir ses campagnes de com. Des fois, il vaut mieux pas communiquer pour mieux informer sur un autre sujet ou trouver d'autres canaux. Voilà, il faut être bien conscient de nos ressources. Voilà, et si vous êtes tout seul et que vous n'avez vraiment pas d'aide, l'IA, c'est un bon assistant. Si vous lui promptez bien, il va vous faire gagner du temps à la longue. Au début, ça va être pas génial, et puis après, il va apprendre et ça va être vraiment une très bonne aide. Et enfin, communiquer, c'est pas seulement faire du sexy. On n'est pas juste là pour engranger des likes, on est là surtout pour donner des informations, en fait, pour rendre nos informations visibles, utiles. Il faut donc avoir conscience de nos faiblesses, comme conscience de nos forces, en fait, et pas forcément communiquer sur des sujets où on n'est pas sûr de comment le faire. S'aider, s'appuyer entre nous, en fait, ah bah tiens, moi je sais comment tu pourrais le faire, et ne pas juste courir les likes et bien se rappeler qu'on est là pour informer. Communiquer, c'est aussi informer. Voilà. Et on a tenu le temps.